Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre-Henri Gouillon pour découvrir ensemble une théorie majeure mais souvent mal comprise, la théorie de l'évolution. Au fil de notre échange, nous allons découvrir les grands principes de la théorie de l'évolution afin de comprendre comment celle-ci a pu mener à l'émergence de caractéristiques aussi complexes que le cerveau, l'œil ou les ailes. Si tu es curieux de comprendre l'une des plus grandes théories en science et comment celle-ci a changé notre vision de l'homme, du règne animal, d'un créateur tout-puissant et de l'ordre moral, alors cet épisode est fait pour toi. Attends-toi à apprendre pourquoi la théorie de l'évolution a révolutionné notre vision de l'homme, comment l'évolution a pu développer des caractéristiques aussi complexes et variées dans le règne animal, comment l'évolution a commencé, quel est le concept de mème de Richard Dawkins, pourquoi les principes de la théorie de l'évolution peuvent aussi s'appliquer à la culture, comment celle-ci a engendré l'émergence d'idéologies comme l'eugénisme, pourquoi la théorie de l'évolution a éradiqué l'idée d'un créateur, est-ce que l'on peut fonder une morale naturaliste après la mort de Dieu, quelle est la place de l'épigénétique dans l'évolution, peut-on transmettre des caractéristiques acquises au cours de notre vie à nos enfants, est-ce que l'homme est toujours soumis aux lois de l'évolution, et bien plus encore. À la fin de cet épisode, tu repartiras avec une compréhension complète de la théorie de l'évolution, de ses principes et de ses conséquences morales et idéologiques. J'espère que tu prendras autant de plaisir à nous écouter que nous en avons pris à le faire. Et sans plus attendre, voici Pierre-Henri Gouillon. Bonjour Pierre-Henri. Bonjour. Pour commencer l'épisode, tout d'abord, merci d'avoir accepté de venir participer au podcast, c'est toujours un plaisir. Et pour commencer, je vous proposerai de vous présenter, de nous dire qui vous êtes, sur quoi est-ce que vous travaillez. Alors donc je m'appelle Pierre-Henri Gouillon, je suis, de formation ingénieur agronome, mais je me suis spécialisé dans une branche un peu particulière de la génétique s'appelle la génétique des populations. La génétique, en gros, tout le monde sait un peu ce que c'est la façon dont c'est l'étude de la façon dont des parents transmettent, leurs caractéristiques à leurs descendants. La génétique des populations, c'est la même chose, mais à l'échelle d'une population tout entière, c'est-à-dire qu'on se pose la question de savoir, sachant comment est une population, qu'est-ce qu'on peut attendre de la génération suivante. Donc ça demande non seulement des connaissances en biologie et en génétique, mais aussi des connaissances en probabilité parce que la transmission héréditaire, eh ben, elle est fondée sur des probabilités. Voilà. Donc je me suis spécialisé là-dedans et j'ai fait de la recherche pour essayer de comprendre l'évolution à partir de là, puisqu'effectivement, si on comprend comment on passe d'une génération à la suivante, si on savait tout, on pourrait reconstituer toute l'évolution en quelque sorte. On pourrait prédire à long terme ce que va devenir une population et puis revenir en arrière et essayer de deviner comment tout ça s'est produit. Voilà, donc j'ai fait mes recherches dans des laboratoires du CNRS liés à des structures d'enseignement ou non. Donc d'abord à Montpellier, tout en étant enseignant à l'agro à Paris. Et puis je suis passé à la fac de d'Orsay, donc dans le sud de la région parisienne, et d'ailleurs aussi à l'école polytechnique où j'ai monté un cours sur la biodiversité. Et puis ensuite, je suis passé au Muséum national d'histoire naturelle, et en même temps d'ailleurs à Sciences Po et à Normal Sup, tout en continuant à l'agro d'ailleurs. Donc j'ai enseigné dans pas mal d'endroits, à des étudiants assez différents, mais toujours autour de l'évolution, de la biodiversité, de la façon dont on peut comprendre le monde vivant, et tout en faisant des recherches sur l'évolution, donc sur comment expliquer la façon dont nous sommes construits, pourquoi nous nous reproduisons en utilisant un mode de reproduction aussi délirant que la reproduction sexuée, pourquoi des individus meurent plus ou moins jeunes, pourquoi ils migrent plus ou moins, etc., etc. Voilà. Alors maintenant, je suis aujourd'hui officiellement professeur émérite au Muséum national d'histoire naturelle, ce qui veut dire que je suis à la retraite, mais que j'ai encore le droit de travailler. Le meilleur des droits. Et justement, est-ce que vous pourriez nous définir la théorie de l'évolution, puisque je pense que tout le monde a une idée de ce que c'est, enfin en tout cas on en a entendu parler, mais j'ai l'impression que beaucoup de gens ont une idée erronée. Alors, si je vous répondais complètement, ça prendrait une quarantaine d'heures, donc je vais vraiment raccourcir, mais en gros, l'idée, c'est que les êtres vivants sont tous issus d'un processus euh, évolutif, c'est-à-dire que des êtres vivants dont on n'a pas tellement idée, en fait, sont apparus au commencement, il y a quelques milliards d'années, et que ces êtres vivants, ils avaient des caractéristiques
Alors, il devait être très divers, hein. Il devait y avoir un fouillis inextricable dans la soupe primitive, comme on dit, mais progressivement sont apparus des organismes qui avaient codé une information sur une molécule qui s'appelle l'ADN. S'il y avait un système de décodage de cette information qui permettait, à partir de cet ADN, de produire des protéines, et ces protéines ayant une action particulière, et la reproduction de ces organismes liée au fait que l'ADN peut être recopié a permis une évolution et une diversification, hein. Darwin fonde sa théorie sur deux grands principes, hein, la sélection naturelle, on va y revenir, et la divergence, c'est-à-dire que à partir du moment où ce système existe, eh bien, il va y avoir diverses formes d'organismes qui vont se fabriquer. Alors, pour en finir avec l'origine vraiment, on ne la connaît pas. Ce dont on est sûr, c'est que tous les êtres vivants actuels dérivent d'un même être euh, primordial. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas d'autres à l'époque. Certainement, il y en avait plein d'autres. Mais ça veut dire que les descendances de tous les autres ont disparu et que tous les êtres actuels proviennent d'un seul des organismes de l'époque. Et cet organisme-là, il avait des particularités qui expliquent la similarité entre tous les êtres vivants actuels, c'est-à-dire l'information codée pas sur l'ADN, un système de décodage particulier avec un code génétique, c'est-à-dire un, un- un code qui permet de dire, étant donné une certaine séquence d'ADN, quelles vont être les protéines produites, qui est le même chez tous les êtres vivants, hein. Une bactérie, un éléphant, un humain, etc. C'est le même code. Et donc c'est pour ça qu'on est sûr que c'est un seul ancêtre. Et puis, voilà, cet ancêtre commun, on l'appelle Lucas, hein. C'est un Français qui l'a appelé comme ça. Lucas, ça veut dire Last Universal Common Ancestor, donc le dernier ancêtre commun universel. Et, et donc, tous les êtres vivants dérivent de ce Lucas par un processus donc de reproduction et de transmission d'informations héréditaires avec sélection constante des informations en réalité génétiques qui se sont le mieux transmises au cours des temps pendant plusieurs milliards d'années, disons, on va dire pour simplifier, 3 à 4 milliards d'années, voilà. Et quels en sont les grands principes du coup de la théorie de l'évolution qui permettent d'expliquer du fait que de Lucas ou dont on parle, donc du dernier ancêtre, on arrive à autant de phénotypes différents, allant bah, de l'éléphant, de la baleine, aux insectes, aux bactéries, à l'humain, avec justement toutes les richesses qu'on peut voir dans l'environnement naturel. Donc le premier principe de sélection naturelle, l'idée alors elle a un peu évolué par rapport à ce que Darwin en avait proposé au début. Darwin a eu beaucoup d'intuition géniale et a fait un travail incroyable de déduction à partir de ce qu'il voyait. Mais il y a une chose qu'il n'a pas réussi à comprendre, c'est la façon dont sont héritées les caractéristiques des individus. Alors donc, Darwin voyait bien qu'il y avait une hérédité, comme tout le monde à son époque. Il voyait bien que les descendants des individus les plus grands étaient plutôt plus grands en moyenne que des descendants des individus les plus petits. Il admettait parfaitement des effets de l'environnement sur l'hérédité, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. C'est pas ça qui différencie Lamarck par rapport à Darwin. Darwin acceptait l'idée que des phénomènes de ce qu'on appelle des caractères acquis, c'est des caractéristiques acquises pendant la vie de l'individu, soient transmis à la génération suivante. Ce n'était pas un problème pour lui. Pour lui, ça rentrait dans le processus de production de diversité. C'est-à-dire que pour lui, la variation, c'était l'élément essentiel de sa théorie, et c'était aussi ce qu'il comprenait le moins bien. Donc, il commence, ces deux premiers chapitres de l'origine des espèces sont sur la variation. Il collecte tout ce qu'il peut. Ce dont il est sûr, c'est que le processus de sélection tel qu'il était connu à l'époque, c'est-à-dire l'activité des sélectionneurs, des gens qui sélectionnaient des plantes ou des animaux, ben ça fonctionne. C'est-à-dire qu'en gardant les chevaux les plus rapides, on obtient des chevaux qui courent plus vite que les chevaux de départ. Qu'en gardant les porcs les plus gros, on obtient des porcs de plus en plus gros. Qu'en gardant les plantes qui produisent les plus belles graines, on obtient des graines de plus en plus belles, etc., etc. Donc, la démarche de sélection, Darwin démarre, c'est même le premier chapitre de son livre, hein, sur la façon dont la variation peut permettre une sélection. Et c'est ça qui est difficile à comprendre en réalité, c'est que les êtres vivants ont une particularité tout à fait particulière. Il y a aucun, c'est un peu audace, mais donc ils ont une particularité tout à fait étonnante, c'est qu'ils sont variables,
ils transmettent et que cette variabilité est transmise aux descendants. Et les descendants sont donc à la fois tous différents, mais quand même ont quelque chose à voir avec leurs parents. Et la variation en question est illimitée. Et ça n'existe dans aucun autre élément du monde non vivant. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des cristaux qui reproduisent une structure, mais la variation des structures est très limitée. Il n'y a rien qui ait cette capacité de variation illimitée avec transmission, rien dans la nature, sauf dans la culture humaine, dans les langages humains, on y reviendra. Hein. Au fond, le langage de l'ADN et le langage humain ont des points communs. Il s'agit dans tous les cas d'une suite de caractères. Sur l'ADN, c'est des molécules chimiques qui s'emboîtent. Dans le langage humain, c'est des phonèmes ou des lettres. Et la combinatoire de ces éléments produit une variation illimitée. On peut toujours fabriquer des mots nouveaux à partir des mots anciens, etc. Il n'y a pas de limite. Et ça peut se recopier, ça peut se transmettre. Donc, une fois qu'on a cette variation illimitée et transmissible, alors le processus de sélection va nécessairement se mettre en route. Parce que si certaines informations se reproduisent mieux que d'autres, eh bien, on va les retrouver de plus en plus dans l'environnement. Et puis ceux qui se reproduisent le moins, ils vont finir par disparaître. Donc, le processus de sélection naturelle, aujourd'hui, c'est ça. Alors, Darwin ne pouvait pas l'exprimer comme ça parce qu'il ne connaissait pas l'ADN, il ne connaissait pas la génétique. Et donc, il emploie des expressions. Il dit que, voilà, dans la lutte pour l'existence, les organismes vont être sélectionnés si jamais ils donnent plus de descendants, si jamais ils réussissent mieux écologiquement, etc. Et donc, la nuance, si vous voulez, qu'on peut dire, qu'on a apportée à partir de l'arrivée de la génétique, c'est le fait qu'on a compris que tout compte fait, ce qui était sélectionné dans le processus évolutif, c'est pas les individus eux-mêmes. Les individus réussissent, entre guillemets, réussissent plus ou moins bien dans le milieu écologique où ils sont. Ça veut dire quoi, réussir? Ça veut dire transmettre leur information génétique au plus grand nombre possible de descendants. C'est-à-dire que l'individu lui-même, il peut être malheureux, en mauvaise santé, etc. Si jamais il produit beaucoup de descendants qui eux-mêmes survivent bien, eh bien, il aura bien réussi. Un individu qui serait heureux, en bonne santé toute sa vie, etc., mais qui ne ferait pas de descendants, sur le plan de l'évolution, c'est raté. Voilà, donc la sélection naturelle, c'est la sélection, au fond, d'informations génétiques qui permettent d'induire l'existence d'individus qui les reproduisent le mieux possible. Ça a amené quoi? Eh bien, ça a amené à ce que des formes vivantes se reproduisent, et puis que dans des milieux différents, différentes formes, ce n'étaient pas les mêmes formes qui étaient sélectionnées. Donc, du coup, il y a eu une divergence, d'autant que même dans un même milieu, les individus les plus différents sont ceux qui survivront le mieux. Hein. Plus les individus sont proches, plus ils sont en compétition les uns avec les autres, plus le développement de l'un va gêner le développement de l'autre. Donc, des lignées divergentes ont été produites au cours de l'évolution. Et dès qu'un milieu était saturé, il devenait intéressant du point de vue de la sélection d'aller coloniser un autre milieu. Et du coup, tous les milieux possibles ont été colonisés, même les plus difficiles. Hein. Quand on regarde la vie d'un manchot empereur, c'est un enfer. Mais effectivement, les manchots empereurs, ils ont réussi à se développer là, à un endroit où il n'y avait pas trop de monde pour leur faire de la compétition. Alors que ceux qui vivent dans des milieux beaucoup plus faciles souffrent non pas du milieu lui-même, mais de la compétition qui s'y trouve. Donc la vie s'est diversifiée sous l'action de ces différences écologiques et a produit toute la diversité qu'on connaît aujourd'hui. Et cette diversité, c'est une diversité autentée, celle qu'on voit aujourd'hui, mais ce n'est pas la même que celle d'il y a quelques siècles, et ça ne sera pas la même dans quelques siècles. Hein. Elle évolue en permanence. Et donc, justement, cette variation, il me semble qu'elle va être due du coup à des mutations qui vont se faire durant la copie, comme une sorte de mécanisme d'erreur. Il me semblait avoir vu ça fait quelques années, donc je ne me rappelle plus exactement le papier, mais que le mécanisme qui s'occupe de corriger les mutations sur l'ADN, certaines mutations certaines parties de l'ADN, certains gènes qui sont essentiels, s'ils ont une mutation dessus, ils vont les corriger avec 100%
oui, de probabilité. Et par contre, ils vont laisser des mutations dans des zones justement où c'est moins grave, où c'est moins grave. Et donc, je ne sais pas si ça c'est vrai ou s'il y a quelque chose, parce que je trouvais ça assez fou si ça existait vraiment justement que dans l'évolution, il y ait ce jeu de ce qui est essentiel, on touche pas trop, parce que ça peut avoir trop de conséquences. Par contre, on va aller jouer sur les bords pour voir si on peut avoir des améliorations de ce côté-là. Alors ça, c'est un sujet compliqué. D'abord, l'émergence de la diversité en question, on peut dire qu'il y a deux grands mécanismes qui la produisent. Il y a ce qu'on a donc la mutation, qui effectivement, c'est ces erreurs de copie dans l'ADN qui sont aléatoires. Il faudra qu'on discute un peu du mot aléatoire. Et puis, il y a quand même le sexe aussi, hein, la reproduction sexuée, la recombinaison, qui fait que au lieu de se cloner, les individus, dans la plupart des espèces, se mettent en couple et produisent des descendants qui recombinent les caractères des parents et qui, du coup, sont tous différents. Alors, quant à la mutation, effectivement, il y a bien sûr plus de mutations dans les zones du génome qui n'ont pas d'influence. Si elles n'ont vraiment pas d'influence du tout, d'ailleurs, ces mutations, elles n'ont carrément pas d'influence du tout, donc elles jouent très peu de rôle dans l'évolution. Et puis, il y a des mutations dans des zones de l'ADN ou dans des parties des gènes qui vont avoir un effet mineur. Et comme vous le disiez, si l'effet est mineur, ça va être plus facile que ces mutations survivent et puis éventuellement elles vont pouvoir servir à quelque chose après. Et puis, il y a quand même aussi des mutations majeures qui vont, dans la plupart des cas, être catastrophiques, mais qui peuvent, dans certains cas, au contraire, apporter une très grande nouveauté et amener des choses nouvelles, et amener des choses qui vont être positives. Et puis, il y a encore d'autres types, alors, on peut appeler ça mutation ou pas, d'effets. Ce sont des associations. Je vous parlais de sexe, ça c'est un couple qui fait des descendants, mais il y a une espèce de sexe au sens beaucoup plus large. Et on a des bactéries qui vivent avec nous, qui rentrent dans nos cellules. Toutes nos cellules, par exemple, contiennent des mitochondries, qui sont d'anciennes bactéries qui sont installées dans nos cellules. Alors, c'est assez amusant parce qu'en fait, on peut pas dire, on n'est pas capable de décrire ça sans y mettre une espèce de pathos. On peut dire qu'on a capturé ces bactéries, on peut dire que ces bactéries nous ont envahis, ou on peut dire que nos cellules et ces bactéries se sont associées. Les trois choses décrivent exactement le même phénomène, simplement on y met une espèce de directionnalité qui n'a pas de sens. En tout cas, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui est énergétique dans nos cellules est géré par ces mitochondries qui sont d'anciennes bactéries. Donc ça aussi, c'est une espèce de mutation majeure, alors pour le coup, puisqu'on récupère tout un génome de bactéries qui vient dans notre cellule et qui vient nous apporter quelque chose de plus. Évidemment, sur le coup, quand une bactérie rentre dans nos cellules, en général, c'est mauvais, hein. Et dans la plupart des cas, ça doit tuer l'organisme à qui ça arrive, mais dans ce cas-là, eh ben, c'est positif. Et puis, dans le cas des plantes, c'est la même chose, hein. Les plantes savent faire de la photosynthèse grâce à des chloroplastes qui sont d'anciennes cyanobactéries qui sont venues s'installer dans les plantes. C'est pas les plantes qui ont inventé la photosynthèse, c'est les bactéries en question qui l'ont inventée et qui l'ont apportée aux plantes. Donc voilà, tous ces mécanismes donc, qui sont soit du brassage génétique au sens très large, c'est-à-dire y compris l'arrivée de bactéries qui viennent dans nos cellules, soit des mutations qui sont des erreurs, tout ça, ça fait un espèce d'énorme bazar qui permet d'avoir une diversité, comme je le disais, illimitée. Et cette variation illimitée, elle va constamment donner prise à sélection, qui va faire, d'une part, que les individus s'adaptent ou restent adaptés à leur milieu, et puis d'autre part, que les lignées puissent diverger. Et justement, je voulais revenir sur le point où vous avez dit, donc vous avez dit justement que le fait de, souvent quand on explique la sélection naturelle, qu'on va donner des exemples, donc là par exemple la collaboration entre guillemets des mitochondries avec nos bactéries, pas avec nos cellules. Et vous avez dit justement qu'à chaque fois qu'on donne cette métaphore, ça donne l'impression qu'il y a un sens, comme si les gènes entre guillemets étaient conscients que les modifications étaient faites, que là, les bactéries, que les nouvelles bactéries qui ont envahi le corps ont fait ça en alliance, entre guillemets, une collaboration mutuelle, qui sont que, bon, bah, moi, je me transmets, je t'aide en même temps, et comme ça me fait mon véhicule pour après me transmettre aux autres. Et donc, justement, derrière la sélection naturelle, il y a souvent cette idée d'un créateur, puisque pour arriver à des choses aussi complexes que l'œil d'un faucon, même l'œil humain, ou voilà, ou les plumes, ou les ailes, etc., que justement, il y avait un créateur au début qui, en fonction de l'environnement, a en quelque sorte pris ses petits outils et fabriqué l'animal parfait pour survivre dans ces conditions. Et donc, pourquoi est-ce que, d'après vous, cette idée créateur, elle est si tenace? Alors l'idée du créateur, d'abord, c'est de là qu'on est parti, hein, en biologie, hein. Il faut bien, enfin, en sciences naturelles, disons, on est bien sûr parti de l'idée que
toutes les formes vivantes avaient été créées par le Créateur, comme c'est écrit dans la Genèse. Et il y avait toute une série de choses qui collaient pas avec ça, en quelque sorte, hein. Parce que certes, on peut toujours s'extasier devant le fait que les plumes, c'est génial pour résister au froid, mais du coup, on peut se demander pourquoi il y en a d'autres comme nous qui n'ont pas de plumes et qui, du coup, crèvent de froid quand il fait froid. On peut, on peut s'extasier devant les pieds palmés des oiseaux marins, sauf qu'il y a des oiseaux terrestres qui ont des pieds palmés alors que ça leur sert absolument à rien. Voilà, Darwin a justement relevé toute une série de choses qui étaient très difficiles à expliquer par cette création. Par exemple aussi le fait que chez les mammifères, il y a deux sortes, hein. Il y a les mammifères placentaires comme nous et les mammifères marsupiaux qui n'ont pas un placenta aussi élaboré. Et, euh, et pourtant, dans chacune des deux catégories, se sont fabriqués des trucs qui ressemblent à des loups, comme le loup de Tasmanie et notre loup, qui sont très très différents sur le plan fondamental, mais qui se ressemblent. Enfin, si vous regardez les marsupiaux dans leur ensemble et puis les mammifères placentaires dans leur ensemble, il y a plein de ressemblances. Et pourtant, ils sont fondamentalement très différents sur leur manière de se reproduire. Et Darwin, justement, faisait remarquer pourquoi le créateur aurait-il fabriqué des loups de Tasmanie avec un système avec des poches pour élever les petits chez les kangourous, et puis aurait fabriqué des loups sans poche chez nous. Il n'y a pas tellement de sens, alors que par l'évolution, tout ça s'explique très bien. Si jamais des oiseaux qui étaient avant marins sont devenus terrestres, ben on comprend qu'ils aient gardé leurs pieds palmés, même si ça leur sert plus à rien. Alors que sinon, on se demande bien pourquoi le créateur aurait mis des pieds palmés à des pauvres bêtes qui se baladent que sur le sol. Donc il y avait plein de choses qui collaient pas et qui s'expliquaient infiniment mieux par la théorie de l'évolution, ce qui a amené effectivement la communauté scientifique non pas à rejeter l'idée d'un créateur, c'est pas nécessaire, mais à revenir sur la vision scientifique globale qui s'est faite dans nos sociétés, qui était de dire le créateur a créé l'univers avec ses lois, mais une fois que ces lois sont là, c'est plus le créateur qui agit, c'est les lois en question qu'il a lui-même créées. Donc c'est une manière indirecte, si vous voulez, par laquelle il a. Donc si le créateur a fabriqué le système chimique, physique, etc., qui a donné naissance à l'ADN et à toutes ces choses-là, et qu'ensuite ça a fait l'évolution, vous pouvez appeler ça une création, ça ne pose pas de problème, à condition de ne pas prétendre que chaque forme vivante a été créée individuellement par le créateur. Bon, moi, personnellement, je ne suis pas croyant, mais il n'y a aucune incompatibilité entre le fait d'être croyant et le fait de s'occuper d'évolution. Je connais des tas de gens croyants, y compris religieux, qui s'occupent d'évolution, mais effectivement, avec une vision de l'évolution qui est la vision de la science occidentale, c'est-à-dire ce n'est pas le créateur qui agit à chaque instant sur ce qui se passe, mais une fois que les lois sont créées, ben le monde fonctionne tel qu'il fonctionne, et l'étude des lois, au fond, c'est l'étude de la façon dont la création a été réalisée. Voilà, donc sur ce plan-là, je trouve que, bon, il y a bien sûr des gens qui veulent absolument pas accepter ce genre de choses, on pourra revenir sur pourquoi, mais des gens qui croient, par exemple, qu'il faut croire à la lettre ce qui est écrit dans la Bible, en 7 jours, etc. Évidemment, pour la genèse de l'homme, par exemple, je ne sais pas comment il se débrouille, puisqu'il y a quand même deux versions, hein. Une version où Adam est créé d'abord, et puis ensuite on en sort une côte et ça fabrique Ève, et puis une autre version où les deux sont modelés dans la pierre glaise. Donc je me demande quelle est la bonne pour les gens qui veulent absolument que la Bible doive être prise à la lettre. Mais si on ne prend pas la Bible à la lettre, au fond, c'est pas vraiment un problème. Alors, est-ce qu'il y a une direction dans l'évolution? Ça, c'est un problème compliqué. Il n'y a pas évidemment de pensée, les gènes ne pensent pas, les gènes ne prévoient pas, les gènes ne réfléchissent pas, les gènes sont juste des informations inertes écrites sur une molécule d'ADN qui va ensuite être lue et par tout un système de lecture qui est dans nos cellules et qui va permettre de fabriquer un organisme tel qu'on est. Et cette information, elle va être lue par tout un système biologique qui déjà lui-même contient aussi des informations. On pourra y revenir, c'est ce qu'on appelle de l'épigénétique. Et tout ça va se faire dans un environnement donné qui va conditionner le résultat de la lecture de ces gènes. Donc, c'est pas direct. La relation entre ce qui est écrit sur les gènes et puis l'organisme qui va être fabriqué, elle n'est pas aussi simple qu'elle pourrait l'être, hein. Mais enfin, donc, en tout cas, cette information écrite par les gènes
permet de produire un organisme. Cet organisme, lui, va permettre de reproduire les gènes en question. Et c'est, comme on l'a vu, c'est ça qui va permettre la sélection naturelle. Euh, Cette sélection naturelle, elle fonctionne donc comment? Parce que, comme il y a des variations tout le temps, que les gènes ils mutent, qu'il y a du sexe, qu'il y a etc., il y a plein de variations et du coup, ceux qui se reproduisent le mieux réussissent le mieux. Au total, ce qui va se passer, c'est que c'est les gènes qui réussissent le mieux qui vont se reproduire le plus. Et donc, en réalité, il y a une espèce de force constante, cette sélection naturelle, pour augmenter la reproduction des gènes grâce au fait qu'ils produisent des organismes qui les reproduisent le mieux possible. Donc il y a une espèce de direction, si vous voulez. Cette direction, elle est mécanique. Hein. Il y a une direction comme le fait que si jamais vous lâchez une pierre sur Terre, ben, elle tombe vers le bas, elle part pas vers le haut. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a une intelligence. La pierre, elle réfléchit pas, elle se dit pas, je veux partir vers le bas, je veux pas aller en haut. Vous pouvez expliquer ça avec la pesanteur, c'est dans le système newtonien, ou avec une courbure de l'univers dans un système relativiste, mais en tout cas, il existe un fonctionnement du système qui fait que les êtres vivants sont constamment, le fonctionnement du système vivant amène constamment les gènes à se reproduire autant que possible, le plus possible, dans l'environnement tel qu'ils sont. Et donc, le résultat, c'est que tout se passe comme si les gènes étaient constamment en train de s'optimiser, non pas parce qu'ils pensent qu'il faut qu'ils fassent ça, mais parce que dans toute la variation, ceux qui ont fait ce qu'il fallait ont gagné par rapport aux autres. Donc on peut faire des calculs pour regarder quelle est la stratégie optimale du point de vue des gènes dans un environnement donné et trouver qu'effectivement les êtres vivants font ce qui est optimal, non pas parce qu'ils ont fait le calcul qu'on a fait nous, mais parce que notre calcul a permis de voir quelle était la stratégie qui permettrait le mieux la reproduction des gènes et que du coup, c'est les gènes qui ont fait ça par hasard qui ont gagné. Donc moi, ça ne me dérange pas de dire qu'au fond, les gènes se reproduisent le plus possible. C'est pas un problème, à condition qu'on n'y mette pas de la conscience. On peut y mettre à la limite qu'on attribue aux gènes une volonté, ça marche dans certains systèmes philosophiques comme celui de Schopenhauer. Schopenhauer a défini la volonté dans le monde vivant comme quelque chose de tout à fait primaire, de absolument pas issu de la conscience. Mais au contraire, il dit que c'est la conscience qui, in fine, finit par être produite par la volonté, mais la volonté, une volonté primaire qui est une volonté de reproduction. Alors oui, on pourrait parler d'une volonté de reproduction des gènes au sens schopenhauerien du terme. Et donc, justement, quel est le bon filtre, le bon niveau d'interprétation de l'évolution? Est-ce que ça va être arbitraire en fonction des situations ou est-ce que justement on va se placer constamment au niveau du gène? Est-ce qu'on va aller parfois au niveau du groupe, voire même au niveau des espèces ou de l'individu, je suppose? Alors, là où se produit la diversité, c'est au niveau des gènes. Donc c'est à ce niveau-là que vous allez pouvoir avoir une variation. Maintenant, le problème, c'est que la sélection, elle n'agit pas sur le gène tout seul, elle agit sur un organisme qui possède le gène. Donc, de toute façon, vous êtes obligé de regarder un gène dans un contexte génétique et environnemental donné. Et puis ensuite, une fois que existent des espèces différentes, eh ben, rien n'interdit de penser que certaines espèces vont réussir à mieux survivre que d'autres et que du coup, eh ben, il va y avoir aussi une sélection à l'échelle de l'espèce. Il y a des sélections, donc il y a certainement des phénomènes de sélection à tous les niveaux, depuis le niveau du petit bout d'ADN jusqu'au niveau de la cellule, puis au niveau des organismes, puis au niveau des espèces. Il y a des niveaux de sélection qui sont des niveaux certainement assez peu efficaces. On avait proposé, pour expliquer des phénomènes comme l'altruisme, c'est-à-dire le fait que certains individus en aident d'autres dans une population, on avait proposé l'idée que bah, c'était simplement une sélection qu'on appelait sélection de groupe. Et cette sélection de groupe, c'était bah, si un groupe est plein de gens altruistes, d'individus altruistes, je sais pas chez les humains pour le moment, hein, on est chez des animaux non humains. Si un groupe est constitué d'altruistes et un autre constitué d'égoïstes, et ben, le groupe d'altruistes va mieux réussir que l'autre, et du coup, bah, il va y avoir une sélection entre ces groupes qui va faire que le groupe d'altruistes va gagner. Ce processus, si on le prend simplement comme ça, il ne peut pas marcher. Il ne peut pas marcher parce qu'on ne voit pas comment se fabriqueraient des groupes d'altruistes. Qu'est-ce qui permettrait à un groupe d'altruistes d'éviter qu'un égoïste vienne l'envahir? Si jamais tout le monde aide tout le monde et puis qu'il y en a un qui décide d'aider personne en se faisant aider, évidemment, lui, il va gagner.
Et donc, le résultat, c'est que le système va se casser la figure, non pas parce que les groupes d'altruistes gagnent plus contre les groupes d'égoïstes, mais parce que les groupes d'altruistes n'existent plus, parce qu'il n'y a plus que des groupes d'égoïstes. Dans nos sociétés, on voit très très bien comment ça peut marcher, ces choses-là. Donc, la sélection de groupe un peu naïve, si vous voulez, qui a été proposée dans les années 1960 pour expliquer ces phénomènes d'altruisme, cette sélection de groupe-là, elle ne marche pas. Maintenant, il y a des processus plus compliqués qui peuvent amener à des sélections à l'échelle du groupe. Et en revanche, à l'échelle de l'espèce, le problème ne se pose pas. Tant que les espèces sont suffisamment étanches, si jamais il y a une espèce où les individus s'entraident et une autre espèce où les individus ne s'entraident pas, et que ceux qui ne s'entraident pas ne peuvent pas aller envahir l'autre parce que ce n'est pas la même espèce, et bien ça, évidemment, il y aura pas de ce problème. Donc, oui, il y a certainement des phénomènes de sélection à toutes les échelles. Et donc, que pensez-vous du coup de la théorie du gène égoïste proposée par Dawkins, puisque j'ai cru comprendre qu'elle avait été mal accueillie au début et après acceptée, ou alors c'était l'inverse, je sais plus dans quel sens est-ce qu'elle avait été critiquée, si c'était au début et après elle avait été acceptée? C'est compliqué. On ne peut pas dire que Dawkins ait proposé une théorie du gène égoïste. Dawkins, d'ailleurs, c'est intéressant, son poste de professeur, c'est un poste de didactique de l'évolution. C'est-à-dire qu'il n'est pas, c'est pas un chercheur sur l'évolution, c'est un chercheur sur comment enseigner l'évolution. La théorie du gène égoïste, elle n'existe pas, en quelque sorte. Le gène égoïste, c'est une image pédagogique inventée par Darwin pour faire comprendre des découvertes qui avaient été faites par ses collègues de l'époque, qui s'appelaient Hamilton, Maynard Smith, Williams, etc. Et ce que ces chercheurs ont montré, c'est ce que je disais au début, c'est tout simple, c'est que dans le processus évolutif, les organismes sont des structures transitoires. Nous allons tous mourir. Il n'y a donc pas de pérennité des organismes, et du coup, il ne peut pas y avoir sur le long terme une sélection des organismes. Tout organisme qui a existé n'existe plus. Donc la question, c'est qu'est-ce qui peut bien être sélectionné dans un contexte comme ça? Eh bien, ce qui est sélectionné, ce sont les caractéristiques de l'organisme qui ont permis qu'il réussisse ou non, parce que ces caractéristiques sont héréditaires, et donc en réalité, parce que ces caractéristiques sont pour la plupart liées à une structure génétique particulière. Donc le résultat, c'est que ce qui est sélectionné au cours de l'évolution, ce sont les informations génétiques. C'est même pas les gènes, c'est les informations génétiques, au sens plus large que ça. Et donc cette sélection sur les informations génétiques se réalise à travers la réussite des organismes en termes de reproduction de leurs informations génétiques, bien sûr. Donc le système évolutif, voilà, ça c'est celui qui l'a le plus clairement exprimé au début, c'était donc Hamilton, mais avec Maynard Smith, etc. Il a, grâce à ça, expliqué les colonies de fourmis, par exemple, et le fait que dans certaines, justement, des phénomènes d'altruisme, puisque chez les fourmis ou chez les abeilles, il y a des individus, et c'est une majorité, qui ne se reproduisent pas, mais qui aident à la reproduction de leurs sœurs. Et donc, Hamilton a pu montrer comment le système génétique particulier de ces insectes hyménoptères faisait que, du point de vue des gènes, il était plus rentable d'amener une femelle à aider ses sœurs qu'à s'occuper de ses enfants. Donc, voilà, tout ça a permis de comprendre que c'était l'information génétique qui était sélectionnée et pas les organismes. Et Dawkins a exprimé ça sur le plan pédagogique avec cette idée de gène égoïste dont on peut lui reprocher. Bon, c'est super pédagogique et c'est agréable à lire, le gène égoïste, donc c'est un bon travail. C'est sûr qu'il a un peu simplifié les choses par endroits et un peu radicalisé les choses, et que du coup, ça l'a rendu attaquable. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas l'idée que les êtres vivants soient guidés par cette force implacable de l'évolution des gènes, et qui voudraient absolument et qui voudrait absolument reprendre le contrôle, si vous voulez, que l'organisme reprenne le contrôle sur son évolution. Je comprends très bien qu'ils aient envie de ça. Malheureusement, bah voilà, je pense que la réalité scientifique, c'est que c'est quand même l'information génétique qui est le moteur dans l'affaire. Ça ne veut pas dire qu'après, nous, en tant qu'organisme, on n'a pas le droit d'essayer de s'abstraire de nos gènes, mais on a été fabriqué par ce processus-là. Et donc, voilà, quelle que soit l'idéologie ou la religion que vous avez, ça, c'est un fait et on est obligé de faire avec.
moi, je trouve quand même que ça relativise certains problèmes parce que, bon, on n'arrête pas de dire que la vie est bien faite. En réalité, la vie est pas si bien faite que ça, moi, je trouve. D'abord, on est sûr de vieillir et de mourir, c'est pas une perspective absolument réjouissante. Il y a des tas de choses dans notre organisme qui sont mal faites. Je veux dire que la glotte, par exemple, vous pouvez trouver que c'est bien fait, c'est-à-dire que quand vous avalez, paf, ça part d'un côté, quand vous respirez, ça part de l'autre. Enfin, en général, parce que ça marche pas toujours. Il y a des fois où ça passe du mauvais côté, la nourriture. Franchement, moi, j'ai eu une formation d'ingénieur. Un ingénieur qui fabriquerait un organisme qui doit à la fois manger, boire et respirer et qui fait passer tout par le même trou, il se fait virer tout de suite, quoi. Donc, bien sûr que la glotte, c'est malin, mais tant qu'à faire, il aurait mieux valu avoir d'autres trous différents. Et l'évolution nous explique pourquoi tout ça est si mal fait. L'évolution nous explique pourquoi on vieillit et on meurt, parce que du point de vue de la reproduction de nos gènes, ça ne serait pas rentable de nous conserver éternellement. Je ne sais pas si vous avez une voiture, mais si vous en avez une, ben vous savez bien qu'au bout d'un moment, vous arrêtez de la réparer, que vous la foutez en l'air, vous en prenez une autre. Ben voilà. Ben, ça a été appelé la théorie du sommage jetable, hein, si vous voulez, du point de vue de l'information génétique. Conserver un organisme éternellement, c'est pas du tout optimal. Il vaut mieux, une fois qu'il est trop vieux, le laisser tomber et s'occuper des autres. Donc, ça explique non seulement pourquoi les choses sont pas si bien faites, ça explique qu'au fond, la vie n'est pas faite pour nous. Elle est faite pour nos gènes, en quelque sorte. Et nous, bah, nos gènes, ils avaient besoin qu'on survive suffisamment et qu'on se reproduise, donc ils nous ont programmés pour survivre et se reproduire. Mais évidemment, ils n'ont pas pris un soin extrême qu'on soit bien. Et donc, bah, si on ressent une douleur et qu'on ne peut pas la soigner, ben, on ressent quand même la douleur, parce que du point de vue de nos gènes, ça n'avait aucun intérêt de nous supprimer la douleur, alors qu'en revanche, ça a un intérêt de nous infliger de la douleur quand on fait des choses qu'il ne faut pas. Donc, donc oui, je trouve que la théorie de l'évolution, bien sûr, elle nous dessaisit un petit peu de notre propre origine, mais d'un autre côté, elle nous explique pourquoi ce monde n'est pas fait pour nous, en quelque sorte. Et moi, je trouve que c'est un peu rassurant. Ben, ça évite de devenir paranoïaque. Mais... Et justement, vu que les gènes, leur but étant de se transmettre aux prochaines générations, comment se fait-il qu'on soit arrivé à une reproduction sexuée où du coup, bah, déjà d'office, la moitié de nos gènes partent sur un enfant, c'est-à-dire que c'est pas un clonage, et en plus, il y a le risque avec le crossing over qu'une autre partie des gènes du coup soit perdue, enfin, etc. Et donc, comment est-ce qu'on en est arrivé là, puisque ça semble être un coût majeur au niveau des gènes plutôt qu'un simple clonage Bon, écoutez, il y a beaucoup de débats sur ce sujet, ils ne sont pas complètement tranchés, donc je ne vais pas pouvoir passer trop de temps là-dessus, mais il est certain que le clonage, qui fait que une femelle fabrique des femelles dans sa descendance, c'est plus efficace que la reproduction sexuée où il faut s'y mettre à un mâle et une femelle pour faire ce que la femelle aurait pu faire toute seule, dans la plupart des cas. Bon. Il y a pas mal d'espèces d'oiseaux, il y a besoin des deux parents pour élever les enfants. Chez les mammifères, ça arrive que le père soit utile. Mais dans la majorité des cas, le mâle n'apporte absolument rien à ses descendants, d'autre qu'un spermatozoïde, et ça, la femelle, elle aurait pu le fabriquer elle-même. Donc effectivement, la question de savoir pourquoi la reproduction sexuée est si répandue a été un gros sujet de débat. C'est un peu calmé. En réalité, il y a une chose qui est sûre, c'est que on parlait de sélection d'espèces tout à l'heure. Ben justement, là, il y a une chose qui est certaine, c'est que les espèces à reproduction asexuée s'éteignent plus vite que les espèces à reproduction sexuée et font moins de diversification. Donc, quand on regarde l'arbre généalogique des espèces, on appelle ça la phylogénie des formes vivantes à l'heure actuelle, les formes asexuées sont presque toutes en extrémité de rameaux et on n'a pratiquement pas de grands rameaux asexués. Donc, ce qui ne peut s'expliquer que par le fait que les formes asexuées anciennes se sont éteintes. Alors, c'est pas vrai pour tout le monde. Il y a quelques groupes. Il y a un groupe très célèbre qui s'appelle les rotifères bdelloïdes, petites bestioles qui vivent dans la rosée et les flaques d'eau dans les forêts, qui ont toute une branche de l'évolution avec plein d'espèces qui ont été fabriquées entièrement par voie asexuée, mais c'est une exception. Et donc, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a une sélection d'espèces qui a éliminé les formes entièrement asexuées. Après, comment est-ce qu'il y a des faits est-ce que ça suffit à expliquer le fait que les espèces sont pour la plupart sexuées, ou est-ce qu'il faut rajouter d'autres choses en termes de sélection à plus court terme que ça? On n'en sait rien. Ça fait partie des débats. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si les espèces asexuées s'éteignent plus vite que les autres, c'est probablement
parce qu'elles ne sont pas capables de produire autant de diversité, elles ne sont pas capables d'évoluer aussi vite, elles ne sont pas capables de répondre donc à des agressions de l'environnement aussi efficacement, et que donc du coup leur taux d'extinction est plus élevé. Donc là, le sexe produit de la diversité, et cette diversité est certainement utile au maintien à long terme des espèces. Peut-être qu'elle est utile à plus court terme que ça, mais on n'en est pas sûr. Ok. Je voulais revenir sur l'épigénétique. Au tout début de l'épisode, vous avez mentionné que du coup, il y avait une place dans la théorie de Darwin qui était, enfin, que l'influence de l'environnement sur après la transmission des caractères acquis n'était pas forcément, enfin, est proche de Lamarck, mais du coup, où Darwin, c'était pas le point d'opposition. Mais du coup, comment est-ce que l'épigénétique, puisque vu des professeurs d'épigénétique, et ils nous l'ont présenté un petit peu comme un concept qu'on devait essayer de rallier à la théorie de Darwin, mais qui n'était pas vraiment compris dedans justement à la base. Donc comment est-ce qu'on va intégrer maintenant les deux? Ouais, il y a beaucoup de biologistes qui n'ont jamais lu Darwin et qui du coup vont vous dire sur Darwin des trucs qui sont faux, voilà, tout simplement. Et qui ont encore moins lu Lamarck et qui du coup vont vous dire encore plus des idioties sur Lamarck. Lamarck, Lamarck et Darwin croyaient tous les deux l'hérédité des caractères acquis, qu'à l'époque tout le monde y croyait, et c'est seulement en 1892, donc 40 ans après la publication de l'origine des espèces, que l'héritier des caractères acquis va commencer à être nié par les gens qui ont été à l'origine de la génétique, au fond, hein. Mais Weissmann en particulier. La différence entre Darwin et Lamarck sur la question de l'hérédité de l'acquis, c'est que Darwin en fait une des causes de variation parmi les autres, et qu'il le rentre là-dedans, et que pour lui, une fois qu'il y a la variation, la sélection naturelle va être le phénomène majeur. Alors que pour ce qui concerne Lamarck, il n'en fait pas une cause de variation. D'abord, Lamarck ne voit même pas l'intérêt des variations. Et Lamarck, au fond, ça n'a rien à voir avec de l'épigénétique, ce qu'il présente. C'est l'hérédité des efforts. Lamarck explique que, voilà, alors l'histoire la plus connue, c'est le fait qu'il y a des individus qui font des efforts pour tendre le cou pour manger des feuilles dans les arbres, et du coup, ça fait que leurs descendants ont des coups plus longs et qu'à la fin, ça fait des girafes. Euh, Sur ce plan-là, on sait très bien que ça marche pas. Je vous signale qu'il y a quand même des dames dans certaines populations africaines qui mettent des colliers pour s'allonger le cou, et leurs enfants, leurs filles, naissent avec des coups aussi courts que les autres. Donc cette manière-là de faire de l'épigénétique fonctionne pas. Chez Lamarck, il y a des trucs encore plus délirants que ça, hein. Il explique que les ruminants qui ont des dents qui leur permettent de l'herbe et des pattes qui leur permettent juste de se balader, ont du mal pour se battre, eh ben, ils se jettent la tête les uns contre les autres, hein. Et il dit, leur sentiment intérieur par ces efforts fait naître à la tête de ces individus des cornes et des bois, hein. Donc c'est les sentiments intérieurs par ces efforts qui fait pousser les cornes des vaches ou les bois des cerfs. Euh, Chez les oiseaux, il dit que c'est l'air qui essaye de s'échapper de la cage thoracique des oiseaux, qui arrive à la base des poils et les transforme en plumes. Voilà, ça, c'est Lamarck. Et ça n'a rien à voir avec de l'épigénétique. L'épigénétique, si vous le regardez bien à cette époque-là, ça ressemble beaucoup plus à ce que Darwin propose, c'est-à-dire un des mécanismes qui peut produire de la diversité dans les êtres vivants. Donc, les gens qui disent que l'épigénétique va contre la théorie de Darwin, ils ont simplement et favorisent Lamarck, ils n'ont ni lu Lamarck ni lu Darwin. Tout ce qu'ils ont lu, c'est je ne sais quoi, des espèces de rapports très simplifiés. Et en réalité, l'hérédité des caractères acquis, elle rentre en conflit avec une vision dure de la génétique, c'est-à-dire avec l'idée que toutes les variations héréditaires sont dues à des variations génétiques. Et ça, évidemment, ça ne peut pas être Darwin, puisque la génétique, elle est apparue en 1900, alors que Darwin a fait ses publications au milieu du 19e siècle. Voilà, donc c'est juste une erreur. Et puis, je pense que c'est une erreur, mais qui touche. Je vous le disais, il y a des gens qui détestent l'idée qu'il y ait quelque chose de extérieur à nous, cette information génétique, qui soit un élément essentiel pour expliquer ce qu'ils sont. Et alors ça, c'est drôle parce que c'est assez politique, hein, c'est quand même. C'est une idée qui est beaucoup plus forte à gauche qu'à droite. Il faut dire qu'au milieu du XXe siècle, la génétique a été très, très lourdement liée à la politique. D'un côté, euh,
la génétique a donné naissance à l'eugénisme, donc le fait de stériliser les gens qui avaient des gènes considérés comme mauvais. Hein. C'est un mouvement qui est parti dans le monde anglo-saxon, mais qui a donné 65 000 stérilisations aux États-Unis, proportionnellement encore plus dans les pays scandinaves. Et évidemment, l'Allemagne nazie a repris ces idées. Et au fond, la génétique a été une des bases théoriques du nazisme. Donc, on voit la liaison entre la génétique et les idéologies de droite à cette époque-là. Parallèlement, en Union soviétique, les tenants de la génétique ont tous été tués. Hein. Les profs, il y avait un très grand prof de génétique qui s'appelait Vavilov, qui a été mis en prison et qui est mort de faim dans les prisons de Saratov en 1943. Pourquoi ? Parce que la génétique a été considérée comme incompatible avec la théorie, avec le matérialisme historique. Pourquoi ? Parce qu'au début du XXe siècle, les mouvements ouvriers étaient tous d'accord avec une théorie qui s'appelait la tabula rasa. La table rase, c'est que tous les êtres humains naissent semblables et c'est entièrement la société qui les différencie. Comme la génétique disait qu'il y avait des variations biologiques indépendamment de la société, eh bien, elle a été considérée comme incompatible avec les idées d'Engels. En fait, Marx s'était pas exprimé sur le sujet, mais Engels avait clairement accepté cette idée. Et donc, il y a un pseudo-scientifique donc, qui s'appelait Lysenko, qui a pris le pouvoir sur la biologie soviétique et qui a fait mettre en prison tous les généticiens. Vous voyez, la liaison entre la gauche et l'antigénétique, et puis entre la droite et une génétique très, très, très toxique avec le nazisme, a été très, très forte au milieu du XXe siècle. Donc, on peut comprendre que les gens se méfient de la génétique. Hein. Il y a de bonnes raisons pour ça. Mais donc, effectivement, dans les milieux de gauche, où cette idée d'une programmation. Alors, il faut bien comprendre que la programmation n'est jamais complète. Hein. Comme je vous l'ai dit, les informations génétiques interagissent avec de l'épigénétique et de l'environnement pour fabriquer un organisme, mais que l'idée qu'il y ait quoi que ce soit qui soit lié à cette information génétique déplaît à des gens, particulièrement dans certains milieux de gauche. Voilà, bon, c'est intéressant. Et par ailleurs, d'ailleurs, le fait que l'environnement soit primordial est souvent très minimisé dans les milieux de droite. Voilà. Bah, justement, je trouve que ça fait une bonne transition pour parler du concept de mème. Donc, plutôt au tout début de l'épisode, vous avez dit qu'il y avait une analogie entre l'ADN et le langage, et que du coup, potentiellement, la théorie de l'évolution pourrait s'appliquer du coup au langage. Et donc, c'est le concept de mème de Richard Dawkins qui va essayer du coup d'étendre la théorie de l'évolution, de la sélection naturelle, etc., aux idées. Et donc là, je trouve que c'est assez marrant de voir comment du coup ces idées, donc la biologie, qui de base la génétique est une idée sans valeur associée, va en fonction après des valeurs qu'on veut lui associer, mener à toutes sortes de dérives et se reproduire du coup dans les esprits des gens et persister, malgré d'ailleurs les échecs, et va faire comme une population où la stratégie va monter un petit peu, va atteindre un point, et ensuite va s'écrouler parce que d'autres stratégies, d'autres idées vont venir et va revenir dans un minimum. Enfin, et donc je serais curieux d'avoir votre avis là-dessus. Donc effectivement, comme je vous l'ai dit, Dawkins est un vulgarisateur de la théorie de l'évolution et pas un inventeur de la théorie de l'évolution. En revanche, effectivement, je trouve que sa plus grande invention, c'est le même. Ça, c'est lui qui l'a proposé. Donc l'idée étant que un gène, il voyait ça comme une espèce d'unité d'information du génome qui se reproduisait donc à travers le fait que les individus faisaient plus ou moins de descendants. Et donc l'idée, c'est de dire, bah, dans notre mémoire, il y a toute une série d'unités d'informations qui nous ont été données par ce qu'on a reçu comme information sociale. Et donc, ces unités d'information peuvent se reproduire en fonction de la quantité de fois où on va les répéter. C'est-à-dire, si vous entendez une histoire et que vous la répétez 50 fois, et que tous les gens à qui vous la racontez la répètent 50 fois aussi, évidemment, cette information va être sélectionnée, va devenir invasive dans la culture dans laquelle vous êtes. Alors, des mèmes, il y en a plein de rigolos. Hein. Il y a eu, par exemple, je me souviens, une histoire d'une dame qui avait l'habitude de mettre son chat à sécher dans un four à feu très doux. Hein. Et quand elle a acheté un micro-ondes, elle n'a pas compris qu'il fallait pas faire la même chose. Et donc, son pauvre chat est décédé dans le four à micro-ondes. Et tout le monde a raconté cette histoire. Moi, je me souviens l'avoir entendu raconter. C'est international. C'est repris comme un mème classique, y compris aux USA. Bon, voilà. Et donc, aujourd'hui, le mot mème est devenu un mot très, très courant dans la blogosphère. Hein. Personne ne sait que ça vient de la génétique, évidemment.
Euh, je pense que certainement, il y a une analogie entre la façon dont sont sélectionnés les mèmes et la façon dont sont sélectionnés les gènes. Sauf qu'il y a quand même une grosse différence de fonctionnement. D'abord, du point de vue des mèmes, l'hérédité des acquis est beaucoup plus grande que du point de vue des gènes. Hein. Euh, bien sûr qu'il y a une information épigénétique, hein, on est bien d'accord. Comme je vous le disais, la génétique, ça traite des informations qui sont écrites sur l'ADN et qui sont lues par le système et du coup donne des effets sur l'individu à travers la façon dont c'est lu par le système. Tout le système qui lit peut contenir des informations qui vont changer, non pas l'information de départ, mais la façon dont elle s'exprime. Donc, vous pouvez avoir un même gène qui va donner des résultats différents dans deux individus différents parce que les deux individus ont une histoire différente et que du coup, ils ne lisent pas le même gène de la même façon. Donc, euh, certainement, il y a de l'information épigénétique. Il n'y en a certainement pas une quantité. On est encore assez faible sur les concepts pour mesurer des quantités d'informations, mais c'est pas que les informaticiens ne sachent pas le faire, mais quand les informaticiens le font, ils le font avec des concepts qui ne collent pas avec la biologie, puisque pour un informaticien, la quantité d'information est indépendante de la quantité de sens que possède cette information. C'est-à-dire que je regarde juste, quand je vous dis qu'il faut faire circuler votre information, que votre Wi-Fi fait tant de gigas, etc., ça ne vous dit pas, vous pouvez envoyer un fichier qui n'a aucun sens, il contiendra autant d'informations qu'un fichier qui en a. Donc, on ne sait pas bien mesurer des quantités d'informations pour ce qui concerne le langage humain ou la génétique. Mais ce qui semble intuitivement évident, c'est que les capacités de codage de l'ADN sont tellement énormes qu'il ne peut pas y avoir autant d'informations dans le système épigénétique que dans le système génétique. Je pense que ce n'est pas un hasard. Tout le monde croyait à l'hérédité de l'acquis jusqu'à 1890. Si jamais il y avait énormément d'hérédité de l'acquis, ça se saurait, hein, parce que les généticiens, il a fallu qu'ils démontrent que ce qui se passait en génétique était vrai. Il a fallu qu'ils montrent qu'il y avait des trucs qui étaient transmis génétiquement. Et puis, moi, je viens de l'agronomie, je peux vous dire que quand on sélectionne des plantes ou quand on sélectionne des animaux, on voit bien qu'il y a des effets épigénétiques, mais enfin, le plus gros des effets, il est génétique. Faut pas rêver. Et s'il y a des gens à qui l'idéologie interdit de comprendre ça, c'est dommage pour eux, mais on n'y peut rien, c'est comme ça. Donc, alors qu'au contraire, pour ce qui concerne les mêmes, là, vous avez un énorme effet d'hérédité de l'acquis, c'est-à-dire que vous pouvez très bien acquérir une nouvelle idée là, et qu'elle influence l'idée d'avant, etc. Donc je pense que s'il y a une analogie de départ, c'est vrai, entre le fonctionnement des mêmes et celui des gènes, après, quand on regarde le fonctionnement fin, c'est quand même assez différent. Est-ce qu'aujourd'hui, que ce soit au travers de l'épigénétique déjà, à quel point est-ce que l'épigénétique s'applique uniquement dans la vie de l'individu et entre guillemets, ce qui est transmis, c'est juste la génétique de base un petit peu, parce que je sais un peu le concept de barrière de Weissmann, et cetera, où justement les cellules germinales n'ont pas forcément accès aux mutations épigénétiques. Mais je crois qu'il y a aussi eu des preuves chez des animaux de transmission épigénétique de certaines caractéristiques. Donc à ce niveau-là, justement, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on peut du coup transmettre des caractéristiques acquises par l'épigénétique, des influences que notre environnement a eues sur notre vie à nos enfants? Oui, bien sûr, il y a des choses qu'on peut transmettre. Alors évidemment, ce qu'on peut transmettre, c'est pas du tout aussi simple que ce qu'on avait pensé au début avec l'hérédité de l'acquis. Donc l'épigénétique transmissible, c'est évidemment pas ce qu'on pensait. On pensait par exemple que quelqu'un qui perdait un bras dans un accident pouvait faire des enfants avec un bras en moins. Ça n'existe pas. Hein. L'épigénétique ne peut pas expliquer une chose comme ça. On ne voit pas comment d'ailleurs l'information, le bras étant moins, pourrait se retrouver ni sous forme d'ADN, ni sous forme de système de lecture dans l'œuf qui va constituer le descendant. En revanche, évidemment, il y a des changements physiologiques qui vont pouvoir être transmis parce que, alors d'une part, parce qu'ils vont éventuellement être inscrits dans la cellule, et pas dans l'ADN, mais dans la cellule qui va permettre de fabriquer l'œuf,
ou bien aussi, évidemment, parce qu'il va changer chez des organismes comme nous, comme les mammifères. Eh bien, si jamais vous changez les relations entre la mère et son fœtus, eh bien, ça va pouvoir donner des modifications chez le fœtus. Donc, si jamais en transformant la mère, vous transformez le fœtus, ben, ça va être transmis. Et ça peut se transmettre sur plusieurs générations. C'est en particulier l'effet de ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Si vous jouez sur le système hormonal de la mère, eh bien, la mère va pouvoir avoir une anomalie qui va se transmettre à ses descendants, et ses descendants eux-mêmes, possédant cette anomalie, vont pouvoir en transmettre à leurs descendants. C'est relativement compliqué et assez. Donc, et en tout cas, pour le moment, on n'a jamais vu une adaptation qui sortait de ça. Ce qu'on a toujours eu, c'est plutôt des malformations que des adaptations. Et donc, il y a des exemples célèbres. Hein. Il y a eu un médicament qui a été donné aux femmes enceintes et qui faisait que leurs filles avaient des problèmes de fertilité. Ça s'appelait la thalidomide. Et les filles thalidomides qui ont pu avoir des enfants, il y a dans des cas où les enfants eux-mêmes ont des difficultés, mais ce n'est pas les mêmes que celles de leur mère. Donc, c'est pas une transmission simple, quoi. Et puis, on connaît un cas chez les humains aussi d'un village, je crois que c'est en Hollande, qui a été soumis à une très forte famine il y a quelques générations, et où on voit encore des effets de cette famine physiologique sur des individus actuels, donc plusieurs générations après. Mais si vous stressez physiologiquement un organisme, vous pouvez créer un stress qui va être transmis aux descendants par la physiologie. Euh, Évidemment, pour ce qui concerne des caractéristiques morphologiques du genre avoir les yeux bleus, avoir un bras en plus ou en moins, etc., ça ne peut pas marcher. Donc oui, il y a des transmissions intergénérationnelles d'informations épigénétiques. C'est bien plus compliqué encore que la transmission génétique. Et pour le moment, on n'a jamais vu que ça ait des effets adaptatifs majeurs. Voilà. Et je me demandais, est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que l'être humain est encore soumis aux lois de la sélection naturelle, ou est-ce que justement on va plus être soumis sur un côté épigénétique, puisque déjà il y a l'environnement qu'on développe de plus en plus vite par rapport à où l'environnement avant, sur plusieurs générations, ne changeait pas tellement, ou maintenant en une génération il change radicalement. Et donc comment est-ce qu'on peut voir ça? Comment est-ce qu'on aborde ça actuellement, l'effet de la théorie de l'évolution? Est-ce que du coup, on a toujours une sélection, ou est-ce que vu qu'on sauve les malades, et cetera, enfin qu'il y a tous les processus sociaux autour, est-ce que justement on vient un peu compenser, l'effet de la sélection naturelle? Écoutez, pour qu'il n'y ait plus de sélection naturelle, il faudrait que tout le monde ait le même nombre de descendants. S'il y a des individus qui ont plus de descendants que d'autres, et qu'il y a des caractéristiques qui sont liées avec le fait de faire plus de descendants, donc quelles sont les caractéristiques qui pourraient changer la survie ou le nombre de descendants des individus à l'heure actuelle? Il y en a plein en réalité, mais c'est un peu plus compliqué qu'avant. Certainement, le fait bon, il y a quand même encore des gens qui meurent de maladies, même s'il y a une médecine très efficace, et donc certainement, les gens qui résistent à ces maladies vont avoir plus de chances de survivre que les autres. Ça fera de la sélection à condition euh, que ces gens meurent avant d'avoir fait leurs descendants ou d'avoir élevé leurs petits-enfants, etc. Bon, je passe là-dessus. Euh, mais, euh, mais évidemment, si jamais vous avez des gènes qui peuvent modifier les comportements sexuels, les attirances, euh, si jamais vous n'êtes pas du tout attiré vers le sexe opposé, vous avez moins de chances de faire des enfants que si vous êtes attiré. Hein. Si jamais euh, vous ne supportez pas, vous ne supportez aucun moyen contraceptif, vous avez plus de chances de faire des enfants que si vous les supportez. Si vous supportez mal les médicaments, vous avez plus de chances de mourir que si vous les supportez. Donc, il y a certainement des tas de phénomènes sélectifs qui se produisent à l'heure actuelle. Simplement, ils ne sont plus tout à fait les mêmes que ceux d'avant. Hum. Et puis, tenez, aujourd'hui, on a une épidémie d'obésité à l'échelle de la population humaine. C'est relativement mondial. Hein. Eh ben, les gens qui supportent mal les régimes alimentaires actuels et qui, du coup, deviennent obèses,
bah, certainement se reproduisent moins que ceux qui supportent bien les régimes alimentaires actuels. Donc il y a une sélection sur le fait de supporter les régimes alimentaires actuels. C'est pas la première fois que ça arrive, hein. On sait que dans les populations où on fait de l'élevage depuis longtemps, les individus digèrent mieux le lait que dans les populations où on n'en fait pas. C'est que tous les bébés digèrent le lait, mais normalement, dans un mammifère normal, une fois qu'on n'est plus bébé et qu'on boit plus de lait, on ne sait plus le digérer. Chez les humains, dans les populations où il y a de l'élevage depuis longtemps, on trouve des individus adultes en quantité qui savent digérer le lait. Bah, ça c'est certainement une sélection qui s'est faite parce que, en période de famine, les gens qui digéraient le lait survivaient mieux que ceux qui ne digéraient pas, évidemment. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une sélection très forte sur le fait de ne pas devenir obèse malgré la nourriture catastrophique qu'on est en train de nous donner. Et puis, bien sûr, on va découvrir d'autres choses, hein. Il y aura des gens qui seront génétiquement capables de mieux supporter l'empoisonnement général dû aux pesticides qu'on met dans notre environnement à l'heure actuelle, etc., etc. Donc, moi, je suis sûr qu'il y a plein de phénomènes sélectifs qui se passent simplement. C'est plus tout à fait les mêmes règles du jeu qu'avant, et du coup, c'est d'autres choses qui sont sélectionnées. Justement, par exemple, pour toutes les choses, genre l'obésité ou les pesticides, le souci que j'aurais par exemple avec ça, c'est que si les gens se reproduisent suffisamment jeunes, peut-être que leur obésité, si ça va arriver quand ils ont 40 ans, qu'ils ont déjà eu leurs enfants, ça aura pas tellement d'effet du coup sur la transmission de leurs gènes. Et pareil avec les pesticides où l'empoisonnement arrive plutôt tard. Ah, excusez-moi, mais l'obésité, ça commence très tôt aujourd'hui, hein. Oui, c'est vrai. C'est bien avant l'âge de la reproduction. Et la mortalité jeune aussi progresse actuellement à plein de points de vue dans nos sociétés, hein. C'est quand même. Donc, non, je pense qu'il y a des phénomènes liés, par exemple, aux pesticides. Moi, je pense que s'il y a il y a une augmentation des cancers chez les enfants, c'est certainement lié à des pesticides, donc à des effets de pesticides ou de molécules diverses qu'on met dans l'environnement. Je dis pesticides parce que les pesticides, non seulement c'est des molécules qui vont dans l'environnement, mais en plus, c'est des molécules qui sont faites pour faire du mal aux êtres vivants. C'est leur but. Donc, évidemment qu'elles sont plus toxiques que les autres. Voilà, c'est tout. D'après vous, du coup, quels ont été les impacts majeurs philosophiquement de la théorie de l'évolution? Parce qu'on a vu que du coup, c'est venu remettre en cause une vision téléologique déjà des choses. Ça a eu des dérives du coup au niveau politique avec l'eugénisme, etc. Mais sur comment est-ce qu'on va voir l'homme, quels impacts ça a eu sur la manière de voir l'homme, notamment peut-être au niveau du libre arbitre, des choses comme ça, où justement, on se rend compte que c'est peut-être autre chose qui nous dirige et qui nous pousse. Moi, je pense que sur le plan philosophique, l'impact majeur de la théorie de l'évolution, ça a été de nous affranchir de la nécessité du créateur. Parce que c'est vrai que c'est impossible de comprendre comment on peut avoir un œil qui permet de voir, euh, qui est, qui est même manifestement fait pour voir. Alors pour le coup, je veux dire, c'est pas que juste on a un œil qui s'est assemblé au hasard et puis il permettait de voir. Il y a eu tout un processus sélectif qui a conduit à la production d'un œil qui est une structure finalisée vers le fait de voir. On pouvait pas. Comment expliquer ça sans un créateur? C'était impossible tant qu'on n'avait pas la sélection naturelle et tous les processus évolutifs qu'on connaît. Donc, moi, je pense que ça a été le premier élément. Et évidemment, ça a perturbé énormément nos sociétés parce que la religion était quand même le principal pourvoyeur de valeurs morales. Alors, évidemment, ça n'empêche que les religions ont aussi été les principales pourvoyeuses de massacres, hein. Donc, je ne dis pas du tout que les religions n'ont eu que des effets positifs, mais en termes de philosophie globale de la société, c'est sûr que nos sociétés la France est un cas extrême, puisque c'est un des rares pays où l'Église est totalement séparée de l'État, euh, mais effectivement, à partir du moment où tout n'était plus fondé sur la présence d'un créateur et d'une divinité qui nous dit ce qu'il faut faire, ça a changé des choses. Et je ne suis pas sûr qu'on ait encore trouvé la solution d'une certaine façon. C'est-à-dire que sur quoi fonder les valeurs de bien et de mal, je pense qu'on continue à fonctionner avec des espèces de restes religieux, hein. Et tous les essais de refonder une morale, une éthique sur la science ont foiré. Euh, Parce que enfin, la Révolution française avait créé l'être suprême, ça n'a pas marché. Auguste Comte avait proposé de faire une religion scientifique, ça n'a pas marché, enfin, pour le moment. Et quand on regarde la façon dont les scientifiques fonctionnent, euh,
on ne peut pas dire que la rationalité telle qu'ils l'appliquent les amène à une attitude plus raisonnable que les autres. Quand je vois les folies technologiques auxquelles on est constamment soumis, que ce soit, on parlait de pesticides, d'OGM, etc., euh, la communauté scientifique est lourdement responsable de tout ça. Et donc, elle a tous les éléments rationnels pour savoir ce qu'il ne faudrait pas faire, et elle le fait quand même parce qu'elle se donne d'autres rationalités au nom d'une espèce de religion du progrès qui l'empêche de mesurer les problèmes. Donc, ouais, je pense que c'est vrai que le fait que la théorie de l'évolution nous ait permis de nous débarrasser de l'idée du créateur, c'est un choc qu'on n'a pas encore réglé. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr que nos sociétés tiendront assez longtemps pour qu'on le règle, hein. Mais justement, pour cette question de morale, on ne pourrait pas essayer de construire une morale sur inspiration naturaliste ou biologique, dans le sens qu'on regarderait l'être humain ou les organismes vivants. Biologiquement, on peut savoir ce qui leur causerait, par exemple, de la douleur ou du plaisir, des choses comme ça. Et donc, je suppose que sur des principes de base, on pourrait redescendre et caler une sorte de morale sur, par rapport à l'expérience consciente, par rapport aux animaux, etc., à leur état subjectif, à s'ils ont des récepteurs de douleur, etc., et qu'on construise à partir de là, en partant sur des bases uniquement biologiques, puisqu'on peut partir d'une base qui est la pire souffrance sans aucun sens, et pire que n'importe quoi d'autre. Et du coup, à partir de là, on pourrait monter et arriver avec des bases biologiques par rapport aux êtres humains et aux animaux et leur constitution. Les essais de faire une éthique à partir de la biologie ont été plutôt des échecs pour le moment. D'ailleurs, l'exemple type, c'est le néolibéralisme économique. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de défenseur du néolibéralisme économique qui ont et qui continuent à dire que le néolibéralisme, c'est le fonctionnement de la sélection naturelle, et que donc il faut laisser la nature jouer son rôle entre les différents individus, les différentes entreprises. Et, et au fond, l'eugénisme, c'était une application des lois de la nature. On va éliminer les plus faibles et garder les plus forts, etc., etc. Donc en réalité, quand on essaye de s'inspirer de la nature pour fabriquer une morale, vous proposez quelque chose de très gentil, de dire on va essayer de supprimer la douleur, etc. Mais la douleur, c'est un phénomène naturel. Donc, vous êtes en luttant contre la douleur, vous luttez contre un phénomène naturel. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas en train de vous inspirer de la nature, vous êtes en train de vous inspirer de vos connaissances de la nature, mais à partir d'une idée, disons, judéo-chrétienne du fait qu'il faut éviter de faire du mal aux autres, hein. Et du coup, vous utilisez vos connaissances de biologie pour éviter de faire du mal aux autres. Mais vous ne vous inspirez pas de la nature dans le fondement même de votre morale. La nature, c'est un copain de Darwin, hein, qui s'appelait Thomas Huxley. Thomas Huxley, c'était un très bon naturaliste qui a beaucoup soutenu Darwin, et qui a eu deux petits-fils remarquables, hein, Julian Huxley qui a fondé l'UNESCO et la théorie synthétique de l'évolution, et puis Aldous Huxley qui a écrit Le meilleur des mondes, donc c'est une super famille. Et Thomas Huxley a écrit La nature n'est ni morale ni immorale, la nature est non morale. Vous ne pourrez pas trouver de la morale dans la nature. Vous trouverez de l'infanticide, vous trouverez du viol, vous trouverez du meurtre, vous trouverez tout dans la nature. Donc vous ne pouvez pas chercher dans la nature à fonder votre morale. Malheureusement, les humains sont condamnés, si jamais, à se fabriquer eux-mêmes une morale. Et c'est un peu ça la difficulté. Au fond, ça pourrait être considéré comme très intéressant. Et au fond, normalement, la philosophie devrait nous permettre de fabriquer ça, mais pour le moment, on a du mal. Alors, on peut dire ça comme ça. Et, euh, et moi, j'espère que nos sociétés deviendront suffisamment mûres pour faire ça. Pour le moment, c'est un peu le contraire qui se passe. Ce dont j'ai l'impression, c'est que, en fait, on a aux religions monothéistes, pour le moment, il y en a, enfin, elles reprennent du poil de la bête d'ailleurs, mais il y en a une autre qui s'est fabriquée à côté, qui n'est pas monothéiste d'ailleurs, mais qui est les religions économiques, si vous voulez, le marché comme divinité, hein. Il y a Stéphane Foucart qui a écrit un livre là-dessus, hein, qui peut s'appeler Comment l'économie est devenue une religion, un truc comme ça, hein, et il montre comment le marché est traité comme une divinité, c'est-à-dire
où j'allais entendre dire le marché ne voudra pas ça, le marché ne laissera pas faire, le marché va se rebeller. On parle du marché comme si c'était une entité divine. Et d'ailleurs, du coup, il faut laisser faire le marché. Il ne faut surtout pas l'empêcher de faire ce qu'il veut, quoi. Alors qu'il y a plein de cas où on sait que le marché fait des choses qui ne sont pas bonnes, et ben n'empêche en continuer parce que cette divinité ne doit pas être contrariée. Donc, je pense on a beaucoup de gens, disons, en tout cas, ont rejeté les religions monothéistes, mais ont fabriqué une autre religion avec l'économie. Je ne trouve pas qu'à l'heure actuelle, nos sociétés sont en train de s'enrichir sur le plan philosophique, hein, au point qu'on puisse se dire qu'on va fabriquer une morale, fabriquer une dignité humaine, etc., dans le contexte de la théorie de l'évolution. Actuellement, c'est un peu le contraire qui se passe pour moi. On fabrique des religions encore moins humanistes que celles d'avant. Et je ne sais pas ce qui pourra faire qu'on retourne sur une voie un peu plus positive, mais aujourd'hui, c'est clair qu'on voit une économie financiarisée en plus diriger le monde. On voit les souffrances augmenter, les inégalités augmenter, etc., etc. Moi, je ne vois pas apparaître une philosophie sage qui gouvernerait le monde dans le contexte de la théorie de l'évolution, malheureusement. Bah, merci beaucoup Pierre. Je pense que c'est un super endroit pour arrêter. Merci beaucoup d'avoir fait l'épisode, c'est vraiment un plaisir. Donc j'espère que les gens pourront en tirer énormément et encore merci Pierre. Bah, si vous avez des retours, bien sûr, vous me le dites. Oui, avec plaisir. Voilà. Au revoir. Au revoir.